Salut tout le monde, de retour sur les seconds rôles. De retour, je dis ça parce que je suis sûr que vous les regardez tous, vous les bingez de ouf sur YouTube, sur Spotify, sur tout ce qui vous passe sous la main et on en est ravis. Ça veut dire quoi, binger? Ça veut dire que tu regardes tout à la suite, Ça vient d'où ça? Ça vient encore des Américains? probablement de J'en ai ras le l'Amérique. cul de ça. De binger. On Ouais. peut essayer de trouver un mot français si tu veux. Non, vas-y, c'est bon. Voilà, très bien, je suis avec Monsieur Boomer Ismaël Diallo. Boomer aussi d'ailleurs qui vient de les Amériques. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, ça va être, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un épisode sur les surcotés, et bah aujourd'hui on va à l'opposé et on fait un épisode sur les... Sous-côté. Voilà, exactement. Donc on a envie de vous présenter des films qui nous ont marqués, qu'on apprécie, qu'on a apprécié, que j'imagine qu'on apprécie encore, peut-être pas, mais que dans tous les cas on porte dans nos cœurs et que dont la popularité a pu baisser depuis quelques années et on a envie de les remettre un petit peu au centre des discussions. Ou même qui n'ont jamais été vraiment reconnus à leur juste valeur, comme nous on l'estime en tout cas. Voilà, d'où les sous-cotés quoi. Exactement. Voilà. Et donc on a envie de commencer, on va vous faire un épisode un peu années 90. Moi je vais commencer je vais vous emporter en 1999, à l'aube, à la veille de l'an 2000, avec un film qui s'appelle Existence, dont vous avez probablement entendu parler, de l'immense David Cronenberg. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans sa filmographie, ça fait pas partie c'est pas le film le plus apprécié généralement. Quand on regarde un petit peu, c'est vrai on a quand même un peu regardé, on s'est dit sur les sous-cotés, alors on va regarder un petit peu les notes sur différents sites, les Allociné en France, IMDb à l'international. On n'est pas sur des notes hyper élevées, on n'est pas sur des notes de navet non plus, hein, attention, on n'est pas en train de dire que le monde a décidé de cracher sur ces films, mais en tout cas, voilà, on est sur des films qui ont un univers vraiment ultra spécifique et qui, on peut le concevoir aussi, n'ont pas forcément plu à tout le monde. C'est le cas, je pense, d'Existence. Moi, je pense que Existence, et je vais te donner la parole après, parce que même si on a chacun choisi notre film, on a tous les deux des choses à dire. Bien sûr. Je pense qu'en préambule, je dirais que Existence a peut-être souffert d'une chose, c'est qu'il y a un film qui est sorti la même année, qui parle de la même chose, avec un traitement complètement différent, un petit film qui s'appelle Matrix, Ouais, et dont c'est on vrai. parle 20 ans plus tard, plus de 25 ans même, dont on parle énormément encore 25 ans plus tard, qui a généré 3 suites, qui a généré des mangas, des animés, des machins, tout ce que tu veux, qui a été un vrai torrent culturel populaire. Et à côté de ça, Existence, qui évoquait, comme je disais, quasiment le même thème, mais d'une manière complètement différente, a peut-être été un peu sur le temps éclipsé par Matrix. Oui, c'est vrai, Existence, moi quand je le vois, en tout cas je suis assez jeune, c'était en cassette vidéo. Ouais, c'était à l'époque où il y avait encore des VHS. VHS. Je le vois et en fait, c'est vrai que l'esthétisme de ce film est très spécial et peut te mettre en angoisse. Peut très clairement évincer une bonne grosse partie du public Ouais. qui est un peu sensible à tout ce qui est organique. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que il n'a pas plu à tout le monde. Il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Surtout, il ne pouvait pas plaire à tout le monde, comme un Matrix qui est un peu plus technologique, plus basé sur voilà, des choses qui ne nous dégoûtent pas, qui sont plus matérielles. Là, on était dans l'organique total. Et c'est malaisant pour plein de monde. Moi, le premier, normalement, ça aurait dû m'empêcher de voir le film complètement parce que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est sang, accouchement et tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs qui m'angoissent pour le coup. Mais je me suis forcé à le regarder parce que je trouvais le principe et le concept hyper intéressant. Et j'ai pas été déçu. Mais par contre, je peux comprendre qu'on puisse être rebuté et pas pouvoir passer outre cet aspect hyper organique de ce film qui est incroyable. Voilà. Ouais. L'organique, c'est la marque de fabrique de Cronenberg depuis ses débuts, hein, depuis les années 70. Ce qui est marrant, c'est que justement, il a explosé dans les années 80, notamment avec La Mouche, qui est quand même un peu considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre, à juste titre.
Il a eu des années 90 beaucoup plus expérimentales. Il a fait des choses vraiment assez ouf. Je pense notamment à The Naked Lunch, qui est un film complètement surréaliste, complètement barré, qui est assez ouf visuellement. Mais pareil, qui fait partie de ces choses très très sous-cotées parce que si on rentre pas dedans, et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes, c'est très difficile de rentrer dans un film surréaliste. Bon, bref, là n'est pas la question aujourd'hui, et en fait Existence, c'est sur la fin des années 90 où il part sur un sujet un petit peu plus de science-fiction, donc on pourrait se dire un petit peu plus populaire. Donc on aurait pu s'attendre effectivement à un succès incroyable, ce qui donc n'a pas du tout été le cas. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas, on est sur une histoire de monde virtuel qui est donc traité, comme je disais, à l'opposé de Matrix, où Matrix, on est, comme tu disais, quelque chose de technologique, mais de très très froid. Matrix, c'est vraiment hyper froid. Tu le regardes maintenant, même au niveau du jeu des acteurs de temps en temps, où on va dire que c'est fait exprès, mais je soupçonne de temps en temps que c'est mal joué, voire mal écrit. Je crache pas sur Matrix, on aime beaucoup Matrix, mais quand on le voit avec du recul, il y a vraiment des choses parfois qui me font un petit peu froid dans le dos, mais tout ça pour dire que Cronenberg, lui, il reste dans son délire à lui, qui est vraiment le body horror, qui est l'organique. Alors là, on n'est pas tant dans l'horreur, même si, honnêtement, il y a des fois où on pourrait clairement y être. Et en fait, on se retrouve même avec des scènes qui sont, mais je vais dire le mot, qui sont à la limite du porno, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais sans l'être. C'est-à-dire que c'est pas du porno à proprement parler, mais on a des scènes de pénétration. Ouais. Voilà, avec un trou qui est dans le bas du dos et donc effectivement la manette quelque part du jeu qui doit être pluguée dans ce trou. Et donc on a des scènes, des gros plans là-dessus. Enfin, il y a absolument aucune subtilité là-dessus. Et on est clairement, oui, sur quelque chose, allez, on va dire érotique si on veut, mais en fait non, limite pornographique. Et ça a toujours été un peu ça a toujours été le délire de Cronenberg, hein, ça a toujours été ça. Mais là, il va apporter ça, il va sortir un peu du côté horreur, du côté un peu années 80, et il va vraiment emmener ça dans le futur en fait. Ouais. Et c'est intéressant de voir ça. Ça me fait aussi penser au film qu'il a sorti l'année dernière, Crimes of the Future, qui n'a pas du tout fonctionné et qui est hyper mal noté aussi. Et en fait, ces deux films, ils sont assez proches. Et t'inquiète pas, je vais te laisser parler, mais moi, ce que je voudrais mettre en avant sur ce film, et ce qui, je pense, est la partie qui a perdu beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, l'intrigue n'est pas importante. Et ça, les gens ont parfois du mal à accepter ce genre de choses ou à le comprendre. Et en fait, dans Existence, ça devient très très clair, notamment à la fin, parce que, en fait, pendant tout le film, on parle de rébellion, on parle de différentes factions. Il y a un moment donné, c'est la guerre dehors. Ils sortent, c'est la guerre. Et en fait, on ne comprend pas. On ne nous explique jamais quel est vraiment en fait le cœur du problème, parce qu'on te dit qu'il y a un problème, mais on ne t'explique jamais vraiment quel est le problème. On ne t'explique pas qui sont les différentes factions, qui sont les différents partis. On ne t'explique rien, et en fait, tu es un peu comme ces personnages. Tu es au milieu de toute cette chose incompréhensible, tout ce monde incompréhensible. Ils y comprennent pas plus que toi. Et en fait, ils sont perdus. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai apprécié. Et je peux comprendre que certains ne rentrent pas là-dedans. C'est accepter d'être perdu et d'être un peu, pas tourné en bourrique par le réalisateur, mais il y a un petit peu de ça. Le réalisateur, il te montre quelque chose, mais en fait, il ne faut pas que tu te concentres sur ce qu'il est en train de te montrer parce qu'il y a autre chose à voir. Il y a plein de choses. Voilà. Ouais, comme ça, ouais. Après, est-ce que tu peux rappeler l'intrigue, du coup, pour donner aux gens l'envie de le voir ? Alors, l'intrigue, c'est un personnage qui se retrouve à être obligé à rentrer dans un jeu vidéo qui est en fait un jeu vidéo immersif, qui est en fait presque comme un monde parallèle, en fait, qui va répondre à d'autres règles. Il va y avoir des personnages non jouables, il va y avoir un peu tout ça. Et puis, il va y avoir toute une intrigue autour de ça, parce qu'il y a des gens qui veulent détruire le jeu, parce qu'ils considèrent que c'est pas la réalité, etc. Il y a tous ces petits questionnements habituels avec ce genre de thématique. Et donc, comme je disais, ce personnage qui est un gars un peu commun, un peu simple, qui a rien d'extraordinaire, un peu comme Neo, et qui va se retrouver là-dedans, dans cette aventure un peu crado, où il va rien comprendre. On va lui demander de suivre des missions,
et il va le faire mais sans vraiment comprendre pourquoi, et puis il va y avoir toujours des gens qui le trahissent, etc. Et il va aussi construire une relation avec une femme au milieu de tout ça. Voilà. Je dirais pas que c'est un joyeux bordel, mais il y a beaucoup de choses et en fait c'est juste Cronenberg qui s'éclate à essayer de te perdre dans ce jeu. Et au final, pour peu que tu acceptes d'être perdu là-dedans, et bah, tu prends du plaisir. Ouais, après, c'est peut-être une façon pour lui de, de te montrer aussi ce que c'est de perdre pied à la réalité. Tu vois, quand tu es plongé dedans et que c'est complètement le bordel et que rien n'a de sens, en tout cas, pas de sens concret, comment tu te sens, toi, spectateur, en tant que personne, et comment tu t'imagines vivre là-dedans, à la place de ces gens qui sont complètement en immersion. Je trouve que c'est en plus quelque chose qui a été précurseur de tout ce qui va arriver après comme jeu vidéo très immersif, où chacun joue un rôle et il faut passer un maximum de temps sur le jeu vidéo avec ses amis en réseau pour pouvoir avancer, créer des choses, etc. Donc c'est une vie dans la vie, quoi. Et je trouve qu'il a visé juste en ayant très peu d'exemples de jeux vidéo immersifs à l'époque. Bien Donc sûr. c'est peut-être même lui qui a inspiré certaines idées qu'on peut voir maintenant dans les jeux vidéo. Donc non, ouais, précurseur, je pense, sur pas mal même de problématiques que peuvent créer ces jeux vidéo immersifs, c'est-à-dire se couper du monde, mais aussi des choses cool, c'est-à-dire devenir un héros à un endroit, alors qu'à d'autres, je suis une merde, quoi. Donc il avait déjà, je pense, bien réfléchi au sujet et c'était bien projeté. Bien sûr. Donc c'est excellent, quoi, parce que quand tu as des exemples, c'est facile de reproduire quelque chose, mais quand tu arrives et que c'est toi qui poses les bases en réfléchissant à des problématiques qui pourraient subvenir, bah, c'est chapeau, quoi. Comme nous, on a l'habitude de dire, l'art, c'est quelque chose qui propose des propos, qui t'explique des choses, qui veulent te montrer, enfin, il y a vraiment une idée derrière. Et là, Cronenberg, il a voulu nous montrer plein de choses sur la vie normale. Quand je change de vie, qu'est-ce qui se passe? Mais dans quel contexte je change de vie? Qu'est-ce qu'on me montre, comme tu dis? Qu'est-ce qu'on me montre pas? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je... Je pense que c'est un film qu'il faut regarder plusieurs fois. Moi, j'aime pas trop regarder plusieurs fois les films, sauf les Star Wars et les Seigneurs des Anneaux, enfin les grosses trilogies comme ça, je suis capable de regarder plusieurs fois. Mais les films comme ça, j'aime bien les one-shot. Mais alors pour le coup, c'est comme Seven. C'est comme d'autres films comme ça. Il faut que Usual Suspect et tout, il faut que tu le regardes plusieurs fois pour capter les petits détails que tu n'avais pas vus au moment où effectivement il t'a dit de regarder là et en fait tu as regardé comme un con et il y avait autre chose là de plus concret. Moi, c'est un film que j'aimerais bien revoir. Ouais. Voilà. Bah, ouais, je conseille grandement. Ça rentre vraiment dans le corpus de Cronenberg, son travail sur le corps humain. Et c'est là où son cinéma, il est hyper visuel. Et justement, il rentre dans vraiment dans mes carcans. C'est-à-dire que le cinéma, s'il n'y a pas quelque chose de visuel auquel se rattraper, bah, écrire un roman, tu vois. Bah, justement, Cronenberg, il fait partie de ces réalisateurs qui sont hyper forts parce qu'il a une esthétique, il a un style. Et peut-être même plus que n'importe quel autre réalisateur vivant à l'heure actuelle, c'est celui qui a la direction la plus focus depuis 40 ans, plus de 40 ans, un peu comme un David Lynch. Voilà, il arrive toujours à faire passer son message. Et du coup, Existence, un peu à la fin des années 90, avant les années 2000, il a ce côté justement science-fiction, pas la science-fiction moderne qu'on entend aujourd'hui au sens de Matrix, justement. Il a un côté peut-être presque un peu plus old school avec ce côté corps humain organique. Mais je trouve que justement, ça conserve quelque chose d'hyper fort. Et en fait, c'est presque une chaleur qu'on a envie de retrouver parce que les œuvres hyper froides à la Matrix, au bout d'un moment, ça nous déshumanise aussi un petit peu. Et je trouve qu'il y a plus d'humain, finalement, presque dans l'existence que dans certains produits de science-fiction qu'on a depuis 20 ans. Après, Matrix, c'est normal que ce soit déshumanisé parce que c'est vraiment le thème du film, évidemment. Que l'IA a pris le pouvoir et qu'en gros, on est assujetti. Donc il y a une logique aussi sur Bien Matrix. Mais après, c'est des goûts et c'est vrai que
Existence, ça te rapproche de quelque chose de plus humain. Il axe vraiment tout sur l'être humain et tu vois, même l'ordinateur ou ce qui génère ce jeu vidéo, on passe pas dessus, quoi. On le montre pas. Il est là, point barre. Et puis c'est tout, quoi. Non, ouais, franchement, un film qu'il faut voir. Accrochez-vous. L'esthétique peut être compliquée parfois à cause de justement cette matière. Mais je pense qu'il faut y aller. Voilà, moi, c'est un film que je reverrai avec plaisir, en tout cas. Voilà. Si vous en avez marre justement de tout ce world building hollywoodien qu'on critique assez souvent ici avec Ismaël, si vous voulez vraiment quelque chose qui va complètement vous déstabiliser et qui va pas vous expliquer tout un par un, chaque étape, et qui va justement vous laisser un petit peu vous débrouiller et surtout vous perdre, et qui va même vous laisser vous paumer et qui va vous laisser vous démerder, et franchement ça fait du bien aussi pour le ciboulot. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, si tu veux bien, on va passer au film que je C'est propose. l'occasion. Exactement. Ok. Moi, j'ai un film. Salut, ça va? Ouais. On vous avait pas vu, désolé. Ah oui, c'est les Americans. C'est les Americans. fameux. Don't worry, American. Donc moi, je voulais proposer un live action, peut-être un des premiers live action qui a été fait d'ailleurs, il faudra vérifier. Donc une adaptation d'un manga qui s'appelle Crying Freeman. Le manga, il est fin années 80. Je crois la première édition, c'est 87 ou 88. L'auteur, je ne m'en rappelle plus. L'esthétique, j'ai un souvenir. Ceci étant dit, j'ai connu le film avant le manga, évidemment. Le film sort en 95, je ne sais plus le nom du gars, Gantz. Christophe Gantz. Merci. Qui a fait Le Pacte des loups. Quand j'ai regardé sa filmographie, j'ai dit ouais, ça n'a rien à voir, mais c'est super sympa. Et du coup, ce film m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, mais vraiment énormément marqué. Déjà, je pense que c'est le film qui m'a donné envie de me faire des tatouages, qu'on soit très concret. Parce qu'il y a des belles scènes où il se tatoue à l'ancienne en mode Yakuza avec l'aiguille et tout. Donc je pense que les corps tatoués, et notamment celui de Marc Dacascos, qui est très esthétique dans le film, te donne vraiment... Il y a un côté érotique, mais pas je suis gay, j'ai envie de voir des mecs nus, mais il y a une beauté esthétique tout le long du film qui est respectée. Je pense que c'est aussi mes premiers frissons érotiques quand je vois la scène d'amour entre le héros et la femme qui joue dedans. Je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais elle était très belle. Moi, j'étais subjugué. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions de ce film. Il y a eu aussi le côté froid du tueur. Il y a Tchéky Karyo aussi qui joue dedans et qui, moi je le kiffe parce qu'il joue aussi dans Doberman, qui est un de mes films préférés. Alors que, il y a tas de gens qui disent que c'est de la merde, mais tu vois, moi, Tchéky Karyo, il est charismatique, tu vois. Sur l'épisode sur One Piece, on parlait des gueules. Bah là, on peut parler d'une gueule parce que Tchéky Karyo, tu le vois dans un film, il n'a même pas besoin de parler, le gars. Il est là, point, fin de discussion. Et dans ce film-là, il m'a marqué. Je pense que c'est aussi la première fois que je le vois. Il est resté ancré dans ma mémoire comme un méchant. Il a joué toujours quasiment ce rôle de méchant, d'ailleurs. Donc, cette histoire d'un potier, un sculpteur, un artiste qui est à côté de ça, un tueur au sang-froid, faisant partie d'une secte, elle m'a mis dedans de ouf. Notamment le moment où il plonge ses mains dans la terre glaise pour aller chercher son arme et la sortir du plastique. Enfin, c'est une esthétique, il y a une sensualité dans le film, mais dans tout le film, même quand il tue, dans toute la gestuelle, il y a des chorégraphies qui sont sensuelles, qui sont millimétrées, qui sont belles, il y a une esthétique. Enfin, pour moi, en fait, quand je parle de Crying Freeman, des souvenirs que j'en ai, j'ai pas voulu le revoir exprès parce que j'aime bien avoir les souvenirs de quand j'étais petit et après me confronter à ce que je pensais. Mais l'esthétique que j'ai, moi, dans ma mémoire, en tout cas, c'est vraiment de la sensualité, de la beauté, de l'esthétisme et de la fluidité, quoi. Même quand à un moment, il parle doucement, il te raconte des trucs. Enfin, la lumière, elle est incroyable dans ce film. Non, ouais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et je sais même pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que ça parlait pas à assez de monde. Et après, c'est une niche, le live action. Là, il va parler aux fans d'un manga qui déjà n'est pas hyper connu. Donc je sais pas, peut-être le mec s'est fait un kiff, tu vois. Je sais pas quelle idée il a eu de se dire, peut-être il a lu le manga, il s'est dit putain, j'adore l'esthétique de ce manga, je vais le faire en film. Mais c'est un pari
Et pour moi, en tout cas, c'est réussi parce que c'est dingo. Ce qu'ils ont fait avec ce film, c'est fou. Et le jeu de Marc Dacascos dedans, qui a très peu de paroles, au final, il ne parle pas beaucoup. Mais juste en étant là, de la prestance, oh là là, ça envoie du lourd, mais du lourd, lourd, lourd. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est l'un des producteurs qui a lu le manga et qui a trouvé que le manga était hyper graphique, presque cinématographique, et qui s'est dit voilà, que ça valait le coup peut-être de tenter une adaptation. Des adaptations de manga, il y en a eu au Japon, si je dis pas de bêtises, dans les années 70, Lady Snowblood, je crois que c'est une adaptation d'un manga. Mais c'est vrai que dans les années 90, que ce soit adaptation de manga ou même de BD au sens large, c'était pas encore quelque chose d'hyper répandu. Donc c'était plutôt couillu d'aller sur ce terrain-là. Le film, quand tu le revois, il a un côté encore justement film d'action des années 90 dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a quand même de très bonnes choses qui sont sorties. Bon, parfois on a tendance à l'oublier, mais il y a des bonnes choses qui sont sorties dans les années 90. Clairement. Donc oui, le film, il a ce côté-là, et en même temps, c'est vrai que c'est pas un pur produit d'action, comme on a pu en voir peut-être sur certains films de Van Damme, justement, des années 90. Là, en plus de l'action, on a un angle, comme tu dis, esthétique, et je trouve que ce que tu dis, c'est assez fort, parce qu'en plus, tu l'as vu il y a quoi, il y a 20 ans, Ah ouais, 25 vraiment, ans, vraiment, je l'ai vu il y a longtemps. Et en fait, tu te souviens encore des gestes. Tout. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu aussi très jeune, et je l'ai peut-être revu 15 ans plus tard, et c'est vrai que j'avais aussi ce souvenir, notamment de toute la fin qui se passe dans la forêt. Là où le personnage de Marc Dacascos a sa sorte de QG, quoi, on va dire. J'avais un peu ce souvenir de ça. C'est son atelier. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais adoré aussi quand j'étais gamin. Mais je l'avais vu après Le Pacte des Loups, que j'avais adoré, et j'avais vu Christophe Gans. Moi, je l'avais vu avant, moi. Ouais. Ok, bah, tu vois, j'ai fait dans l'autre sens. Et forcément, Christophe Gans, très intéressé par ce qu'il avait pu faire, et je joue Crying Freeman, allez, on y va. Marc Dacascos en plus, dans les années 90, Au sommet de son art. C'était quand même le gros kiff, parce qu'on avait la série The Crow, on avait plein de choses avec lui. Ça fait partie vraiment des visages aussi de notre adolescence, j'ai envie de dire. Et il a joué dans John Wick d'ailleurs. Évidemment. Ça fait plaisir à tout le monde. Épisode 2, si je dis pas de bêtises, épisode 2 des seconds rôles. Re-regardez si c'est pas déjà fait. Bien sûr, on parle de John Wick. Et donc c'est vrai que ce film, il a pas une ambition folle, il n'a pas l'ambition d'être le plus grand film d'action du monde, mais il est, c'est un mot qui revient souvent quand on discute, mais il est sincère. Ouais, et j'ai presque envie de dire, c'est quasiment un film d'auteur qui utilise l'action. On peut le voir comme ça. Parce que, regarde, pas beaucoup de dialogue. Une intrigue très simple, mais une esthétique au service du film. Il n'y a pas un mot. Ça ressemble au tueur, au personnage principal. Et tout se passe. Et en fait, le film, il tient la route sans grand dialogue, sans... Putain, Mais en fait, moi, je trouve ça dingue d'arriver à faire un film de cette qualité avec, en enlevant... des choses qui auraient pu être ajoutées et tout machin. Il s'est dit non, on va aller à l'essentiel. Et c'est beau, c'est juste beau en fait. Il a quelque chose de presque épuré. Petit peu. Mais oui. Contrairement, qui est à l'opposé du Pacte des Loups, où je pense qu'on pourrait lui reprocher d'aller trop dans tous les sens. Il est beaucoup plus focus, Crying Freeman. Il est vraiment, il n'y a pas de fioriture. Ouais, grave. On peut peut-être reprocher aujourd'hui quand on le voit. Peut-être qu'on peut reprocher l'écriture du personnage féminin qui est peut-être justement un peu sous-écrit. Peut-être qu'il lui manque un tout petit peu plus de piment, on va dire. Ouais, elle est assez effacée. Elle a un côté presque parfois un peu passif. Oui. Qui, dans les standards 2023, est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Dans les années 90, c'était un peu moins le cas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans le cliché. Les années 90, c'était pas non plus sexiste pour tout le monde, mais voilà. Peut-être que moi, si j'avais un petit reproche à faire, on va dire, si on veut parler de reproche. Mais en même temps, voilà, ça fait aussi partie d'un tout. Il y a aussi le matériel original. Je crois que le film est assez... J'ai jamais lu le manga, mais je crois que le film est assez fidèle, voire très fidèle.
Donc c'est un exemple qu'on cite assez rarement quand on essaye de parler d'adaptation live action réussie, que ce soit d'un manga ou d'une bande dessinée en général. On cite assez peu cet exemple et je trouve que c'est dommage. Ouais, parce que tout y est et vraiment. Alors moi, je recommande vraiment aux gens qui sont adeptes de l'esthétisme de voir ce film, vraiment. Ceux qui aiment les films aussi de tueurs type Léon, etc. Allez-y parce que c'est vraiment, c'est prenant. Il est aussi coincé dans voilà, dans un choix compliqué. On va pas vous spoiler l'histoire, mais il y a des sentiments, il y a de la beauté, il y a de la sensualité, il y a du meurtre, il y a des intrigues. Franchement, c'est vraiment trop stylé. Moi, j'adore ce film. Je vais vraiment me faire un plaisir de le rekiffer maintenant que j'ai fait cet épisode-là. Et ça va être, ouais, ça va être du kiff. Je suis sûr que je vais retrouver mes sensations de quand j'étais gosse. Moi, la femme, juste pour finir, je trouve qu'elle joue bien et que c'est vrai qu'elle est effacée, mais en même temps, ça complète grave. En fait, ils vont grave bien ensemble. Il y a un truc entre les deux où elle est passive, elle attend quelque chose que lui ne peut pas lui donner et en même temps. Enfin, non, bref, c'est dingo. Et le doublage de la meuf, il est troublant parce qu'en fait, elle a une voix. Je sais pas. J'ai pas retrouvé un doublage pareil. J'ai pas retrouvé cette voix-là partout. Je sais pas qui double cette femme, mais même quand elle susurre ou qu'elle parle doucement, il y a un truc qui se passe quoi. Donc le doublage français, il est excellent sur la fille. En tout cas, je l'ai pas vu en version originale, mais sur la fille, le doublage français, il est dingo. Donc bah, regardez Crying Freeman et surtout dites-nous en commentaire si vous avez kiffé vous aussi. Qu'est-ce que ça vous a procuré? Pareil pour Existence. Voilà, s'il y a des choses qu'on a partagées et qui résonnent en vous, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des choses que vous avez envie de critiquer, allez-y, il n'y a pas de souci. On est peut-être passé aussi à côté de quelque chose, parce que nous, on a vécu des sensations. On est sûrement passé à côté de plein de trucs. Ça n'a rien à voir, mais il y a un point commun que j'ai réalisé entre ces deux films, c'est que ce sont des films canadiens. Ah oui. Incroyable. Voilà. Alors, Crying Freeman, et c'est peut-être aussi là son avantage, c'est une coproduction française, canadienne, japonaise. Peut-être qu'aussi là, il y a aussi peut-être une partie de la clé de la réussite. Peut-être que non seulement déjà en sortant des gros studios hollywoodiens, et puis en essayant d'aller chercher les bons talents là où ils sont, peut-être aussi qu'on arrive à faire des choses hyper intéressantes. Pareil, vous avez le droit d'être d'accord, vous n'avez pas le droit de pas être d'accord, mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, il y a plein de raisons au succès ou malheureusement au non-succès d'un film. Évidemment, on passe sûrement à côté de certaines choses, comme disait Ismaël. Mais on serait vraiment ravis d'entamer le dialogue avec vous. Ouais. Ça y est, c'était la fin? Ouais, bah ouais, je crois qu'on est bien là. Ok. Bon, Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit à bientôt.